Dans les rues de Ramallah, ils appellent à la vengeance. Des dizaines de Palestiniens se sont rassemblés mardi soir en Cisjordanie occupée pour protester contre la mort du numéro 2 du Hamas dans une frappe à Beyrouth. Le Hamas restera et persistera, même si tous ses dirigeants meurent en martyrs. Ce n'est pas la fin. Et s'il tue l'un des dirigeants, davantage de dirigeants et de Palestiniens prendront le drapeau et poursuivront la lutte contre cette occupation. À quelques heures d'un discours attendu du chef du Hezbollah, le mouvement chiite libanais a assuré que l'assassinat de Saleh al-Arouri ne resterait pas impuni. L'armée israélienne, à qui est attribuée la frappe, n'a pas commenté l'information, mais se dit toujours concentrée sur son objectif d'éliminer le Hamas. L'armée israélienne est à un niveau de préparation très élevé dans tous les domaines, défensifs et offensifs. Nous nous préparons pour n'importe quel scénario. Depuis le 7 octobre, les échanges de tirs entre Israël et le Hezbollah, soutien du Hamas, sont quasi quotidiens à la frontière. Mais c'est la première fois qu'une frappe touche les environs de la capitale libanaise. Le Premier ministre par intérim du Liban a dénoncé un crime israélien et annoncé déposer plainte auprès de l'ONU pour violation de la souveraineté du Liban. Une frappe qui alimente le risque d'une escalade régionale du conflit. De toute évidence, ces développements sont extrêmement inquiétants. Bien que nous n'ayons pas tous les détails et que nous n'ayons pas encore tous les faits, nous savons que le secrétaire général exhorte toutes les parties à faire preuve d'un maximum de retenue et à prendre des mesures urgentes pour apaiser les tensions dans la région. Lors d'un échange avec son homologue israélien, le président français a également appelé mardi soir à éviter toute escalade du conflit, notamment au Liban. Salam alaikum, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette première de l'année 2024 chronique avec Monsieur Jacob Cohen, que je vais faire venir tout de suite. Avant de le faire monter, je vais introduire avec un article de Monsieur Cohen, justement, qui a été écrit en 2021 et qui est donc un petit peu d'actualité. Je vais vous lire quelques passages et derrière, on entamera l'intervention avec M. Cohen. Alors, je salue bien sûr tout le monde sur toutes les plateformes et aussi, je voudrais dire que depuis aujourd'hui, nous sommes aussi sur sur X, bien sûr, en Space, mais aussi en vidéo. Vous avez la possibilité, pour celles et ceux qui veulent voir la vidéo, c'est possible sur Twitter maintenant. On a la possibilité donc de visionner l'émission directement en Restream grâce à la plateforme Restream. Donc vous êtes diffusé aussi en vidéo sur X. Voilà, donc je vais commencer. Donc le titre de l'article, c'est Lubrictionniste. Alors, définition par Jacob Cohen. Chez les Grecs anciens, tout ce qui, dans la conduite de l'homme, est considéré par les dieux comme démesure, orgueil et devant appeler leur vengeance, celui qui ne respecte pas la limite fixée par cet ordre premier commet un acte d'ubris, de démesure. Ce crime est puni par le châtiment de Némésis, divin et irrévocable, puisqu'il entraîne l'anéantissement pur et simple de l'individu. On est tenté de faire un parallèle avec l'évolution du sionisme. Non que cette idéologie soit la première depuis les Grecs anciens à se lancer dans une aventure de cet ordre. On peut évoquer la fin des empires, y compris coloniaux, qui n'avaient pas su adapter leurs ambitions aux réalités nouvelles. Imaginons ce que serait devenu l'Empire japonais s'il n'avait pas attaqué l'Amérique et le Reich hitlérien sans l'invasion de l'URSS. Le sionisme a ses débuts. Je parle de ceux qui sont venus de l'Empire russe pour le mettre en pratique, cherchaient désespérément une terre pour se réaliser. L'Ouganda et le Birobidjan auraient été pis-allés. Comme on dit familièrement en sport, les premiers responsables auraient signé les yeux fermés pour le plan de partage. Mais la concrétisation de leur projet n'allait pas les amener à baisser les bras. Bien au contraire, les décennies de lutte dont
dont des actions terroristes spectaculaires contre les Anglais et l'environnement arabe hostile, les pousseront à toutes les aventures militaires dont la série et représailles dévastatrices contre les Palestiniens et l'agression tripartite contre l'Égypte en 1956. La guerre de 1967 va marquer un tournant dans leur perception, guerre minutieusement préparée et victoire éclatante que la propagande avait rendue légitime car empêchant un nouvel holocauste. Que faire de cette victoire? Point d'interrogation. Ben Gourion, qui n'était plus au pouvoir, avait certainement une vision plus politique et historique, avait suggéré d'échanger tous les territoires conquis, sauf les lieux saints juifs de Jérusalem, contre une paix véritable. Ce qui aurait pu se faire avec les garanties de la communauté internationale et le rêve de la communauté internationale. Et le rêve sioniste originel se serait réalisé. Mais c'était sans doute avec l'ivresse de la victoire, Israël avait multiplié par 5 ou 6 sa superficie, le monde arabe était sonné comme était sous le charme, les Israéliens pavoisaient, se croyaient désormais invincibles. Leurs généraux étaient devenus des demi-dieux. On ne cessait pas de fêter les glorieux soldats. De nouvelles pages musicales et littéraires ancraient dans l'inconscient collectif les prises de Jérusalem, du Golan, du Sinaï, de Sharm el-Sheikh, des villes bibliques de Cisjordanie. Comment renoncer à tout cela? Et surtout, pour signer une paix avec qui on s'engage dans une vraie paix, la paix des braves, comme s'était illusionné bien naïvement Yasser Arafat en 1993 avec un adversaire que l'on respecte, avec lequel on pense entrer dans une collaboration positive et en qui on a une certaine dose de confiance. Mais les Arabes, je suis toujours surpris par la méconnaissance de certaines élites arabes sur les sentiments que leur portent les sionistes. Le mépris serait un mot très faible. Je vous invite à retrouver les déclarations du Rav Ovadia Yosef, la plus haute autorité spirituelle du monde séfarade en Israël. On connaît les discriminations qu'avaient subies les Juifs venant des pays arabes. On traitait d'arabe la plus grande insulte dans la bouche d'un sioniste historique. Voilà, donc je ne vais pas continuer parce qu'il y a encore 2 pages à vous lire. Je vais vous mettre le lien pour éventuellement, pour celles et ceux qui veulent terminer l'article, que vous pouvez retrouver. Donc, c'est un article qui a été écrit en janvier 2021 par M. Jacob Cohen, qui voulait que j'introduise l'émission comme ça. Donc, je vais le faire venir. Monsieur Cohen, bonsoir. Alors, votre micro. Votre micro, Monsieur Cohen. Monsieur Cohen, vous m'entendez? Non, vous ne m'entendez pas. Alors, Monsieur Cohen n'a pas activé son micro. Voilà. Il n'est pas activé. Voilà. Rétablir le son. Normalement, vous pouvez le réactiver maintenant. Ah, Voilà. là. Oui, Bon, oui, on vous entend. Bon, bonsoir à tous, bonne année. Et on essaiera de faire de 2024 une année un peu moins pénible que 2023, ce qui peut très bien arriver, pourquoi pas. Voilà, donc j'avais écrit, je ne sais pas pourquoi je l'avais fait en janvier 2021, ce papier sur l'hubris sioniste, c'est-à-dire l'ivresse de la victoire. Et j'ai pensé à ce texte parce qu'il s'applique très bien à ce qui se passe aujourd'hui et à la folie qui a saisi la société sioniste. C'est-à-dire qu'ils se croient encore tout permis, ils peuvent tout se permettre. Et en fait, l'hubris, c'est une punition divine. On disait que les dieux, en Grèce, les dieux,
pour abattre un adversaire, on le rendait trop puissant parce qu'il perdait alors le sens de la mesure. Et Israël aujourd'hui se trouve dans cette situation, évidemment que je n'avais pas prévu en écrivant ce petit texte, mais ça montre à quel point c'était prémonitoire, parce que malgré tous les avertissements, vous savez, par exemple, régulièrement, des anciens chefs du Mossad, du Shin Bet, de l'armée, mettent en garde la société israélienne contre cette évolution qui n'a pas, comment dire, ces dérives sans solution politique, qui à la fin posera nécessairement problème. Mais les Israéliens sont ivres de leur puissance acquise dans les années 50, 60, 70, et aujourd'hui, ils dominent le monde, c'est-à-dire ils tiennent en main l'Amérique. Ce sont eux, c'est pas l'Amérique qui aide Israël, c'est pas l'Amérique qui tient Israël, c'est Israël qui tient l'Amérique. Vous savez, les 90% des députés, des membres du Congrès américain sont tenus par le lobby sioniste. Ils savent que s'ils n'obéissent pas, leur élection ou réélection, elle est quasiment, n'a aucune chance, parce que le lobby sioniste va mettre des millions de dollars, va mettre tous ses réseaux pour les détruire. Donc tout le monde a peur, enfin tout le monde, la presque totalité des députés ont peur du lobby sioniste. Les institutions, comme par exemple ce qui est arrivé à la présidente de l'université de Harvard, qui a été obligée de démissionner il y a 2 jours, c'est dire, regardez à quel point ils sont puissants. C'est une menace constante sur tous ceux qui ont quelque pouvoir que ce soit, les journalistes, les politiques, les universitaires. Et donc, emportés par cette ivresse, les Israéliens se sont dit, ils ont commis quelques erreurs depuis octobre. D'abord, ils se sont dit, on va écraser le Hamas. Comment on va écraser? On va faire juste entrer dans Gaza et le Hamas va s'enfuir comme ils en ont pris l'habitude de voir les Arabes le faire. Et donc, ils sont entrés avec cette sûreté et puis cette arrogance. Ils ne se cachent plus, les sionistes, en fait. Avant, ils étaient beaucoup plus malins, beaucoup plus subtils. Ils disaient, il y a un ennemi qui veut nous détruire, on va le combattre, etc. Aujourd'hui, ils ont annoncé la couleur. Ils ont dit à la face du monde, nous avons affaire à des animaux. Ce ne sont pas des êtres humains. Et nous allons couper l'eau, nous allons couper l'électricité. Ils n'auront pas de médicaments. Je veux dire, jamais les sionistes n'auraient osé exprimer leurs intentions aussi clairement, aussi cyniquement, aussi tragiquement. Et le monde entier les entend. Enfin, il se dit, mais ils sont devenus fous, c'est pas possible. Ce ne sont pas les gens qu'on a connus. Et ils ont, enfin, je veux dire, jamais, on sait que les Israéliens ont bombardé Beyrouth, ont bombardé le Liban, ont bombardé Gaza, mais jamais avec cette intention nette, claire, de faire table rase de tout ce qui rend la vie possible. C'est-à-dire les hôpitaux, les écoles, les mosquées, les églises, les bâtiments administratifs. Et non seulement cela, mais ils font des vidéos où ils se glorifient de leurs actions.
Ils ont perdu la tête, les sionistes. Ils ont perdu la raison. C'est juste incroyable. Où est leur subtilité? Où est leur intelligence? Où est leur savoir? Vous savez qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui ont vécu. Moi, j'ai connu un peu cet Israël des années 60. Je vous assure que c'était une société. Vous savez, une société occidentale pouvait être totalement, enfin en tout cas en grande partie démocratique, libérale, comme la France par exemple, et occuper l'Algérie et mener une guerre coloniale, comme l'Angleterre par exemple, comme les États-Unis au Vietnam. Et les Israéliens étaient une société ouverte, libérale, mais en même temps colonisatrice. Mais elle ne se rendait pas compte que le ver du colonialisme allait la ronger, allait la perdre, allait la pourrir de l'intérieur. C'est-à-dire, c'est une société qui s'est laissée emporter par le délire messianique. Il y a 30 ans, vous auriez parlé du Messie en Israël, on vous aurait ri au nez. Vous auriez dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Aujourd'hui, ils sont emportés par ce délire, alors que la société, il y a 30 ans, était à 90% laïque, libérale, tolérante. Aujourd'hui, les religieux prennent de plus en plus le pouvoir et imposent leurs conditions et s'expriment. On n'a jamais vu, sincèrement, je suis totalement stupéfait de voir des députés, des rabbins, des journalistes venir faire des déclarations à la télévision où ils déclarent, oui, nous allons détruire dans tout Gaza et nous allons récupérer leurs terres et nous allons construire nos propres colonies et nous allons tuer les enfants palestiniens et nous allons les expulser. Mais c'est du délire et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on reprenne ce texte que j'avais écrit comme ça sur un coup de tête, enfin je ne sais pas pourquoi je l'avais écrit à ce moment-là, sur l'hubris sioniste, c'est-à-dire ce délire de puissance où on se croit tout permis. J'ai donné l'exemple de Hitler. Si Hitler n'avait pas attaqué l'URSS en juin 1941, est-ce que vous avez, il avait mis, je ne sais pas combien de millions de soldats pour ça. Je ne sais pas, 10 millions de soldats, enfin, je ne me souviens plus du nombre. Mais il a signé sa perte à ce moment-là, parce qu'il a été emporté par l'hubris, c'est-à-dire ce désir de puissance totale, de domination. Et là, Israël est en train de suivre ce mouvement qui va l'amener d'une façon ou d'une autre à sa perte. C'est-à-dire, il y a d'abord sur le plan intérieur, il y a des milliers d'Israéliens qui sont en train de partir du pays ou qui vont partir parce qu'ils pourront plus vivre dans une société aussi obscurantiste, aussi fascisante, aussi, comment dire, soumise à la loi, soumise à une charia juive. Et en même temps, cette action ne peut que rencontrer, à un moment donné, elle rencontrera une résistance. Et où la défiance, ok, aujourd'hui, c'est vrai, les Israéliens peuvent tuer. Vous savez, ils ont assassiné, regardez à quel point ils sont, comment dire, celui qu'ils ont tué au Liban, le nom m'échappe, le numéro 2 du Hamas. Salah al-Houri. Oui, c'est lui qui était chargé du dossier des otages. Donc, celui qui menait les négociations. Vous savez à quel point c'est difficile d'établir un canal de discussion, de communication sûr et fiable. Ils ont tué ce canal. C'est-à-dire que
Le signal qu'ils ont donné, c'est qu'on n'en a rien à faire des otages. C'est qu'on vous tuera tous. Ça ne sert à rien de discuter avec vous, avec nous. Nous sommes les plus forts. On vous tuera là où vous êtes. Mais quel arabe après voudra discuter avec Israël? Ok, aujourd'hui, c'est vrai, l'Égypte se tait, la Jordanie se tait, l'Arabie saoudite aussi, les pays musulmans n'osent pas bouger. Mais, vous savez, à un moment donné, l'histoire a montré que il faut toujours faire attention au mouvement des peuples, au mouvement des pays. Il arrive toujours un moment où les peuples se réveillent, où les pays se rebellent, ou même les pays européens, l'Europe qui est probablement sous une forme de chantage, de peur, de trouille vis-à-vis de ce pays qui l'agresse. Eh bien, un jour ou l'autre, à un moment donné, vous savez, aux États-Unis aussi, moi je suis des chaînes américaines comme Scott Ritter, comme le McGregor, comme Max Blumenthal. Et à un moment donné, la réalité va prendre le dessus. À un moment donné, les peuples ne voudront plus, secourant leur joug. Et l'histoire est pleine d'exemples. Regardez comment dire, vous savez, prenez la France par exemple, en Algérie. Combien Albert Camus leur a dit dès 1938-39. Écoutez, il est temps de changer les choses. Mais ils étaient tellement imbus de leur supériorité, de leur domination, de leur mépris, que les Français colonialistes s'étaient dit comment on va donner des droits à ces bougnoules. C'est pas possible. Mais c'est exactement ce que pensent les sionistes. Et à un moment donné, dans 6 mois, dans 1 an, de toutes les façons, même la société israélienne, et peut-être que le danger va venir de là, c'est que la société israélienne elle-même va exploser de tant de contradictions. Et d'ailleurs, ça se voit, vous savez, moi je peux vous dire que lorsque Israël était en guerre en 67, en 73, il y avait une unanimité extraordinaire dans ce pays. C'est-à-dire, il y avait la guerre, l'union nationale. Aujourd'hui, c'est pas vrai, c'est cette image, c'est une fausse image qu'ils veulent donner. Elle est artificielle. Il y a énormément de critiques, il y a énormément d'éditorialistes, des anciens, il y a même des anciens chefs d'état-major qui ont dit on va contre ils disent publiquement c'est une guerre qui n'a aucun sens, etc. Et donc, la société elle-même est en train d'exploser. Voilà, cette hubris, à mon avis, c'est ce qui va faire perdre la société israélienne. Ça veut dire, à force d'aller aussi loin que possible, de croire que le monde ne pourra jamais les contrer, ne pourra jamais rien leur dire, que l'ONU, l'Europe, l'Amérique, tout ça, on n'en a rien à fiche, on emmerde le monde, on fait un bras d'honneur au monde entier. C'est ça qui va, un jour ou l'autre, à un moment ou à un autre, faire bouger les choses. Voilà. Alors, merci, M. Cohen. On a plusieurs intervenants qui veulent peut-être réagir sur ce que vous venez de dire. Donc, je précise, sur Twitter ou sur Twitter, vous pouvez demander la parole en levant la main. Vous appuyez sur les petits bonhommes là. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez la possibilité de lever la main pour prendre la parole. Et sur les autres plateformes, je vous ai mis le lien StreamYard. Donc là, on a monsieur ou madame qui est là. Bonsoir. Bonsoir.
Là, je dis bonsoir à toi et après, pour l'instant, j'ai arrivé. D'accord, ok. Je vous redescends et je vais donner la parole à quelqu'un d'autre. Et si jamais vous voulez, n'hésitez pas à envoyer un message dans le chat privé. Là, on a Monsieur Dark Soul, bonsoir. Monsieur, madame. Je vous remercie. Pardon. On vous entend pas très bien. Alors, attendez. Excusez-moi, le son est inaudible. Je suis désolé. Veuillez vous déconnecter et remonter et faire la demande. Peut-être que ça ira mieux. Mais là, on ne vous entendait pas du tout. Je vais donner la parole sur X à Futurolo qui est arrivé tout à l'heure. Bonsoir. Non, si. Si. Ah. Bonsoir. Ça va. Ouais. Non, mais je viens d'arriver il y a 2 ans. Donc, après, tu vois, voilà. Donc, chronique hebdo, ouais, Jacques Cohen, comme d'hab. Ouais, mais nickel, donc c'est bien. Ouais, ouais. Mais par exemple, je parlais d'un truc très important, mais je mets pas simplement les sons. J'entends rien, Wally. Alors, attends, par contre, on ne t'entend pas très bien. Est-ce que tu peux hausser un petit peu ton volume, s'il te plaît? C'est quoi? Je suis malheureusement dans un village. Non, en vrai, je suis dans un village, toujours, j'ai pas. Alors, tu m'entends bien? On t'entend, mais ce n'est pas suffisamment audible pour Monsieur Cohen qui est sur la plateforme StreamYard. J'étais en train de parler de quelque chose de très important. Tu as vu la vie plus française, quoi. Ils ont fait un reportage hier très intéressant sur Benjamin Netanyahou, tu vois. Tu m'entends ou pas? Oui, on t'entend, vas-y, mais si tu peux aller droit au but, merci. Alors, le but, c'est qu'en fait, simplement, il n'y a rien de simple. Hein. Il n'y a pas de droit au but, dans le sens qu'il n'y a pas de but, il n'y a ni un but, il n'y a rien de concret. En fait, ils veulent nous ramener à quoi, clairement? Nous faire un grand Israël, ils veulent nous faire quoi? Une guerre mondiale totale? Ou ils veulent nous faire un nouvel ordre mondial? Ok, Monsieur Cohen va tenter de te répondre. Ouais, ok. Ouais, je t'en prie. Merci. Je vais donner la parole à Monsieur Cohen. Il va peut-être te répondre. Wally, est-ce que tu la parole à Wassi. Non, Wally, est-ce que vous pouvez reprendre la question parce que j'ai pas compris. Alors la question en gros c'était vu la situation, vu ce qui se passe là, où c'est qu'ils veulent nous emmener vers un nouvel ordre mondial, vers le grand Israël, vers c'est quoi le projet? Non, le projet de Netanyahou, c'est sur le plan politique, de dire au monde je fais ce que je veux et excusez-moi l'expression, je vous emmerde. Voilà. Pour moi, rien ne compte. L'ONU, l'Europe, la Cour internationale de justice, la CPI, vous pouvez faire ce que vous voulez avec je fais ce que je veux. Voilà, déjà. Donc, ça, c'est le message du puissant qui, qui rejette le monde avec mépris, premièrement. Deuxièmement, Israël se croit aujourd'hui en mesure de réaliser son projet véritable, c'est-à-dire que avant, il essayait de le faire, mais avec douceur, en enrobant, etc. Mais aujourd'hui, il veut faire un nettoyage ethnique général. D'abord, en commençant par Gaza. Son plan, c'était de vider Gaza de ses habitants. Bon, apparemment, il n'y arrivera pas, mais il pense le faire par étapes et puis rendre la vie impossible aux Palestiniens de Cisjordanie de manière à les faire partir aussi. Et au final, même il viserait les Arabes israéliens qui ont la société israélienne. Il voudrait un jour ou l'autre les faire partir. En fait, le rêve, c'est pas tellement le grand Israël, c'est quoi? C'est-à-dire, bon, pour le moment, il n'ira pas plus loin que le Jourdain. Et voilà. Et donc, mais
un pays ethniquement pur, c'est-à-dire sans Arabes. Ça, c'est le but ultime des Israéliens. Voilà, récupérer, vider même Jérusalem pour reprendre la mosquée Al-Aqsa, construire le troisième temple, faire un État juif ethniquement pur, voilà, sur des frontières bibliques. Voilà l'objectif aujourd'hui de la classe politique israélienne. Alors, merci, M. Cohen. Alors, il y avait une question dans le chat sur X, là, voilà, donc je veux vous la lire. Donc, c'est est-ce que, ironiquement, Israël se serait daéchisé? Point d'interrogation. Elle ressemble à son fils créature, pardon, contrairement à la mythologie. Est-ce que vous voulez répéter parce que je n'ai pas très bien. C'est quoi daïchiser? Oui, est-ce que, ironiquement, Israël se serait daéchisé, en gros? Ah, Daesh, ah oui, d'accord. Voilà. Non, 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 d'abord c'est un État, c'est-à-dire Daesh pour moi est un instrument entre les mains de ses maîtres. Daesh n'est pas un mouvement indépendant. Daesh, par exemple, c'est une créature de l'Occident, c'est une créature d'Israël, c'est une créature de l'Amérique, qui on a créé un mouvement artificiel pour, comment dire, pour gêner les pays qu'on veut détruire. Et alors que Israël, c'est pas Daesh, c'est un État qui a sa place dans les relations internationales et qui a des relations étatiques tout à fait respectables, enfin je veux dire importantes, avec les grands de ce monde. Donc ça n'a rien à voir avec Daesh. L'extrémisme n'est pas synonyme de Daesh, voilà, ou de daéchisation. Alors, on va donner la parole à Wassi. Salam alaikum, bonsoir. Wassi, ton micro, il est désactivé. Une fois, deux fois. Non. Oui, bonsoir. Bonsoir. Salam alaikum. Je vous remercie pour le travail que vous êtes en train de faire. Je vous suis sur YouTube, donc je ne sais pas si vous m'entendez bien. On t'entend très bien, merci. Excellent. Donc, je voulais vous remercier pour le boulot que vous êtes en train de faire. Il est juste excellent. Et je voulais remercier particulièrement M. Cohen pour toutes les informations qu'il nous a données. Franchement, personnellement, moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc, ça, c'était juste une petite parenthèse par rapport à M. Cohen. Et je lui fais un gros bisou d'Algérie, des Aurès, plus précisément. Ça, c'est une petite parenthèse. Et je voulais lui poser deux questions, en fait, par rapport à ce qui s'est passé au Liban et l'attaque terroriste qui a eu lieu hier en Iran. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura une escalade? Donc ça, c'était la première question. Et la deuxième, ça concerne directement l'Algérie. Est-ce que ça la met clairement en danger par rapport à ses positions qui ne vont clairement jamais changer par rapport à Israël? C'est tout. Et merci pour le temps de parole. Alors, d'abord, ce qui s'est passé au Liban et en Iran, c'est en sous-main l'action d'Israël et des services secrets israéliens. Il faut vous dire une chose, bon, pour le Liban, c'est clair et net, mais pour l'Iran, il faut savoir qu'il y a un mouvement de contestation ou d'opposition au régime iranien qui est dirigé par une femme qui s'appelle, enfin le mouvement Les Moudjahidines du peuple. J'ai oublié le nom de la femme, en fait c'était la femme d'un opposant qui, lorsqu'il est mort, elle a pris sa tête. Voilà. C'est un mouvement qui est totalement sous le contrôle du Mossad et de la CIA. Et donc, enfin bon, c'est évident que c'est ce mouvement qui est pas mal présent dans la société iranienne qui a mené cet attentat, mais avec la bénédiction et l'aide du Mossad et de la CIA.
Bon, est-ce que cela va mener à une escalade? Je veux dire, vraiment, j'en sais rien. Parce que, enfin, je ne lis pas dans les cartes. D'ailleurs, qui c'est qui peut savoir si ça peut mener à une escalade? Jusqu'à présent, en tout cas, on a remarqué que ni le Hezbollah ni l'Iran ne recherchent un conflit généralisé. Malgré comment dire, les agressions, enfin, ou les provocations commises contre le Hezbollah, celui-ci se tient, enfin, bien sûr, il répond, mais de manière limitée et de manière à ne pas susciter un conflit généralisé qu'il considère pour le moment ne pas répondre à ses intérêts. Voilà. Et l'Iran apparemment, en tout cas, n'a aucune envie de s'engager militairement parlant sur une grande échelle, sauf s'il est attaqué, évidemment. Et donc, je pense que Israël et l'Amérique, en fait, elle est presque prise en otage par les Israéliens. Les Israéliens mènent l'Amérique, voudraient amener l'Amérique à une confrontation armée. Et l'Amérique résiste, ne veut pas se lancer, mais en même temps ne peut pas lâcher Israël. Donc, si escalade il y aura, elle ne pourra venir que de la part d'Israël et de l'Amérique. Parce que ni le Hezbollah ni l'Iran n'ont montré aucune volonté d'escalade du conflit. Bon. Concernant l'Algérie, je crois que en ce moment, enfin, elle est loin du théâtre des opérations et enfin, je ne vois pas vraiment de danger particulier ni de menace particulière concernant son territoire. C'est-à-dire que Israël, l'Amérique, la CIA ont d'autres chats fouettés au Moyen-Orient, sur la mer Rouge, le canal de Suez, etc., pour s'occuper d'un théâtre d'opération en Afrique du Nord qui est pour le moment tranquille. Enfin, il n'a pas l'air de bouger, il n'a pas l'air de présenter une menace conflictuelle, réelle, présente. Voilà. Alors, donc je vous ai mis le lien de l'article sur le chat, donc vous le retrouverez. C'est un lien qui a été, pardon, c'est un article qui avait été écrit sur Algérie 54. Voilà. Il y avait, excusez-moi, donc il y avait 2 personnes sur YouTube là, donc je vais leur redonner la parole, voir si ça fonctionne. Dark Soul, bonsoir, vous nous entendez? Oui, je vous entends bien, bonsoir. Voilà. Ah, bonsoir. Elle est repartie. On l'entend bien, elle. Ah, attendez, elle revient. Même si on se souhaite seulement la santé et la paix, avec ça on se démerdera. Bon, voilà. Moi j'avais une question. Ne pensez-vous pas que l'obstination de M. Netanyahou sert les intérêts de certains gouvernements, notamment celui de la France, puisqu'on ne peut plus rien dire en France si on s'élève contre ce génocide, on est taxé d'antisémite, avec poursuite à la clé. Ne pensez-vous pas que ce conflit est externalisé et que les USA en font profit au niveau de l'asservissement de l'Europe? Alors, moi, je verrais comment dire, les choses autrement. C'est-à-dire que je ne crois pas que les Européens soient très contents de ce qui se passe. Je ne vois pas vraiment leur intérêt dans cette histoire, sauf que, ni l'Amérique d'ailleurs, mais ils sont entraînés malgré eux. Les pays européens et l'Amérique sont entraînés malgré eux dans ce conflit
qu'ils ne voulaient pas et qu'ils auraient voulu éviter parce qu'ils ne peuvent que recevoir des coups. Quel est l'intérêt de l'Europe à avoir ce conflit dégénéré? Parce que ça pourrait avoir des effets sur la circulation maritime, sur le boycott au niveau intérieur, etc. Mais une fois le conflit lancé, les pays européens ne pouvaient pas faire autrement que de s'aligner sur Israël. Bon, je ne peux pas développer les raisons de cet alignement, mais cet alignement est clair et vous avez bien souligné le fait de poursuivre toute critique contre Israël. Et donc, les Européens sont obligés de suivre. Malgré eux et contre leur volonté, et même les critiques, ils essayent, Macron, etc., ils essayent de dire oui, s'il vous plaît, il ne faut pas laisser dégénérer, il ne faut pas trop bombarder, il ne faut pas évacuer, faire un nettoyage ethnique par la force, il faut prier les Gazaouis de partir de leur propre volonté, etc. Mais les pays européens, malheureusement, comme ils ont fait avec la Russie, par exemple, ils sont alignés sur l'Amérique contre la Russie, contre leurs propres intérêts d'ailleurs, les sanctions, etc. Donc ici aussi, les pays européens s'alignent sur Israël et sont obligés de prendre des mesures, à mon avis, malgré eux. À mon avis, ce n'est pas leur souhait parce qu'ils paieront un jour ou l'autre et le prix à payer viendra un jour. Vous savez, c'est pas, on n'écrase pas une communauté maghrébine, musulmane, ou même sans être musulman, une communauté qui défend la justice, qui défend le droit des peuples, etc. On n'écrase pas tous ces mouvements de manière illégale, illégitime, sans avoir des conséquences. Mais ils sont tellement pris dans leur alignement qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de s'aligner. Voilà. Très bien, merci. Je vais refaire remonter la dame. Peut-être qu'elle veut rebondir. Moi? Oui. Ouais, justement. Alors, non, attends, excuse-moi, 2 secondes, juste 2 secondes. Je ne sais pas pourquoi, vous savez, j'ai une saccade. Attends, 2 secondes, je te redonne la parole, s'il te plaît. À vous, Dark Soul, vous voulez rebondir sur ce que vous a répondu M. Cohen? Oui, je comprends bien que les gouvernements sont muselés et on sait par qui, hein, de toute façon, on est infiltré, même en France, par le Mossad et par compagnie. Ceci dit, je ne comprends pas et je n'admets pas. C'est comme l'inquisition du gouvernement contre le peuple qui dénonce quand même humainement un génocide. Je suis chrétienne, je pourrais m'en foutre, pas du tout. J'estime que chaque peuple a droit à un territoire, la paix, un logement, de l'eau, de l'air, de la nourriture. C'est les biens inaliénables de chaque peuple sur terre. Voilà, je voulais juste dire ça. Alors si ça permet de faire passer le message à la population, parce que franchement, voilà, on est quand même dans une dictature de pensée. Je suis désolée d'être aussi, violente, mais c'est ce que je pense. Voilà. Je partage tout à fait votre diagnostic, mais malheureusement, on est à un niveau qui dépasse les principes humanitaires des populations et on est à un niveau étatique où il y a d'autres intérêts en jeu, etc. Mais je partage tout à fait votre diagnostic. Voilà. Mais nous sommes devant le cynisme étatique. Voilà. C'est ça. Et on a vu, c'est pas la première fois qu'il y a une opposition entre le cynisme étatique avec les intérêts, avec les multinationales, pharmaceutiques, militaires, du complexe militaro-industriel, etc., et les intérêts du peuple. Donc, ce n'est pas le premier exemple, et malheureusement,
il y a cette opposition que nous déplorons, mais à laquelle que nous vivons dans notre chair et contre notre volonté. Voilà. Voilà. Merci à vous. Merci Dark Merci à Lord. vous. Vous revenez quand vous voulez. Merci. Au Donc, je vais revoir. donner la parole à Futurolo de nouveau. Donc, tu peux rebrancher ton micro et après, ce sera Franck. Oui, merci beaucoup. Merci, M. Cohen. L'autre fois, j'avais parlé avec vous sur YouTube, mais vous ne m'aviez pas bien entendu. Je suis désolée parce que j'ai un problème à la thyroïde et vraiment, j'ai du mal à parler. C'est pas grave. C'est la santé. C'est pas grave. En fait, il s'avère que, est-ce que vous ne pensez pas, sincèrement, qu'ils me font une diversion? Parce que je suis juive, hein, et clairement, mais en fait, je pense qu'ils nous font voir en non-stop, surtout sur les médias, hein, pas sur les mainstream, hein, je parle, hein, pas sur la télé. Hein. La télé, c'est à fond Israël. Est-ce qu'on n'est pas, vous savez, manipulé pour éventuellement être pro-palestinien et voilà, alors qu'en réalité, le sujet n'a rien à voir. Parce qu'en fait, on a quand même, il faut savoir certaines choses, c'est qu'en fait, l'Europe a mis en place, et je vous envoie les articles, hein, des antimissiles. Tout le tour, hein, Pologne, Géorgie, machin, etc. Et l'Ukraine, ils ont eu aussi, hein, voilà, antimissiles grâce aux Américains, bref. Ils nous entourent, en fait, il y a une loi, je vous enverrai l'article, très, très intéressant. Alors, excusez-moi, j'ai vraiment du mal à parler, j'ai entre ma thyroïde et mes problèmes dentaires, excusez-moi. Et du coup, est-ce que vous pensez éventuellement qu'il n'y aurait pas une guerre entre vraiment la Russie et les États-Unis, une guerre économique, simplement, parce que c'est une guerre économique. En fait, ils nous font passer ça comme une guerre de religion. C'est pas du tout une guerre de religion. C'est pas entre musulmans, entre chrétiens, entre machin. En fait, nous, on nous touche dans notre cœur parce qu'on est des humains. Alors, on voit tuer, on a mal dans notre cœur. On voit musulman tuer, on a Ok, très bien, merci. Je crois que M. Cohen a compris un petit peu où c'est que vous vouliez aller. Il va essayer d'y répondre. Non, Wally, je n'ai pas du tout compris, je suis désolé. Est-ce que vous pouvez résumer en une gros, parce que alors, si tu as une question Futurolo dorénavant, parce qu'on a du mal à t'entendre et M. Cohen ne t'entend pas bien, donc écris-la, tu as la petite bulle en bas de l'écran, tu as la petite bulle où tu peux commenter. Donc, si tu veux écrire ta question là, n'hésite pas à le faire. Moi, je vais essayer de synthétiser ce qu'elle vient de dire. En gros, est-ce que ils sont pas en train de nous manipuler et manipuler l'opinion publique pour justement qu'on soit pro-palestinien pour faire diversion, pour qu'on nous emmène pas vers le bon diagnostic, c'est-à-dire une guerre économique entre éventuellement la Russie et les États-Unis. De toute façon, la guerre économique entre la Russie et l'Occident, elle a déjà commencé il y a 2 ans. Une guerre totale, parce qu'avec les sanctions, c'est une guerre que l'Occident a menée pour abattre la Russie. Rappelez-vous ce qu'avait dit Le Maire, le ministre de l'économie français, une semaine après la guerre lancée par la Russie en Ukraine, ou l'opération spéciale. Il a dit que nous allons mettre à genoux l'économie de la Russie. Donc c'était clair, c'était évident que l'Occident a payé l'Ukraine pour mettre à bas l'économie russe. Donc la guerre économique, elle a été lancée il y a 2 ans. Elle n'a pas besoin de prétexte. Je veux dire, aujourd'hui, même la Russie, avec les BRICS, veulent prendre le maximum de distance
avec l'économie de l'Occident. Et donc, la guerre, à mon avis, de toute façon, cette guerre-là, elle mettra beaucoup de temps, même quand la guerre militaire, le conflit armé cessera en Ukraine, la guerre économique mettra beaucoup de temps à se faire oublier. Il y a des, comment dire, il y a des choses qui ont été irréversibles, c'est-à-dire la rupture des contrats gaziers, le départ de dizaines ou de centaines de compagnies, le gel des avoirs russes. Vous savez qu'on a gelé, l'Occident a gelé 300 milliards de dollars d'avoirs russes. Donc en fait, vous savez, les relations économiques ont besoin de confiance, ont besoin d'avoir, on est sûr d'avoir des contrats à long terme de livraison, etc. Et la Russie, elle sait désormais qu'elle ne peut jamais compter sur l'Occident. Elle est en train, depuis 2 ans, elle tourne son économie de l'Occident vers la Chine, vers l'Inde, vers le Sud, comme on dit, etc., vers l'Amérique latine. Et ce sont des mouvements irréversibles. C'est-à-dire que même quand la guerre sera finie, jamais l'Europe ne retrouvera le niveau de relations économiques qu'elle avait avec la Russie il y a 2 ans. Ça, c'est fini. Ça viendra peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, mais il y a désormais un fossé économique infranchissable. Parce que c'est même une question de confiance, de, comment dire, de disponibilité. Et la Russie a appris la leçon, elle ne se laissera plus manipuler ou elle ne se laissera plus faire par cet Occident cynique, trompeur, menteur, pas fiable. Et donc, la Russie a compris où était désormais son intérêt économique. Donc, on n'a pas besoin, aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'un autre prétexte pour élargir le fossé économique entre la Russie et l'Occident. Très bien, merci, M. Cohen. Franck, je te donne la parole et après, il y a quelqu'un sur YouTube. Vas-y. Ouais, bonsoir, M. Cohen. Sur cette question, on sait que le fils Netanyahou n'a pas été sur le front et qu'il est en train de se dorer la pilule à Miami, apparemment. Comment est-ce que la jeunesse israélienne qui est enrôlée dans l'armée, qui doit aller se battre, on sait qu'ils ont 18, 19, qui sont assez jeunes. Comment est-ce qu'eux perçoivent ça? Est-ce qu'ils se rebellent par rapport à ça? Est-ce que les familles, les parents aussi se rebellent par rapport à ça? Et qu'est-ce qu'il en est par rapport aux pertes du nombre de militaires et aussi de leur matériel? On voit qu'ils se font, en fait, il y a des femmes qui se font exploser, etc. Mais au niveau de la quantité, est-ce qu'ils communiquent, etc. Et comment va le moral des troupes israéliennes, si on peut dire ça? Je crois qu'il a parlé du fils de Netanyahou, c'est ça, non? Qui se dort dans la pilule à Miami, je crois, non? Oui, c'est ça, d'accord. Alors, je vais commencer par les pertes. Effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, enfin au début, les Israéliens étaient sûrs de leur... Enfin, il y a eu plusieurs conflits à Gaza. Ce n'est pas le premier. Peut-être on est en train d'assister au 7e ou au 8e conflit. Et donc, chaque fois, ça durait quelques jours et ça se terminait. Ça se terminait par une trêve. Bon, mais là, les Israéliens sont entrés avec leur arrogance habituelle, se sont dit que ça va être, on va écraser le Hamas, on va chasser les 2 millions et puis on va reprendre Gaza pour nous, etc., etc. Bon, ils étaient triomphalistes. Et puis la réalité les a rattrapés et la réalité est très dure. Il y a des pertes énormes. Pour Israël, ce sont des pertes énormes. Je veux dire, des centaines, c'est des pertes énormes. Des blessés par milliers, des gens qui se suicident, des soldats qui se tirent les uns sur les autres, tellement ils ont la trouille.
Et il y a eu même des chefs de bataillon qui ont été licenciés de leur commandement parce qu'ils ne voulaient pas aller à l'attaque. C'est une armée qui a perdu de son aura, de son invincibilité. C'est terrible. Je veux dire, c'est une claque, une gifle terrible à laquelle le monde regarde avec surprise et consternation pour les uns ou satisfaction pour les autres. Je suppose que pas mal de pays arabes doivent se frotter les mains en se disant que finalement, cette armée dont on avait si peur, eh ben, on peut la vaincre assez facilement. Évidemment, pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que l'armée israélienne n'est plus ce qu'elle était jusque dans les années 70. L'armée israélienne était préparée à faire des guerres. Depuis 20 ans, 30 ans, elle est occupée au maintien de l'ordre en Cisjordanie. Ce ne sont pas des combats dignes d'une armée. Elle a affaire à des civils ou à des guérilleros où le rapport de force est à 50 contre 1 avec des hélicoptères, etc. Et donc, avec ce sentiment que les Arabes ont peur d'eux. Et pas pour la première fois, le Hezbollah l'a déjà démontré. Et donc, mais les Israéliens, je veux dire, le reconnaissent. On a ramené des milliers de soldats, soi-disant. On s'interroge d'ailleurs. Vous savez qu'on a ramené des milliers de soldats de Gaza. Alors, ils trouvent le prétexte que pour des raisons économiques, parce que ce sont des réservistes, etc. Mais en fait, d'après des observateurs, même israéliens, qui disent que ces militaires sont confrontés à des choses, à des situations dont ils n'avaient pas l'idée et qui sont vraiment désorientés. Ils pensaient, ça fait 3 mois qu'ils y sont. Ça fait 3 mois qu'une des armées soi-disant les plus puissantes du Moyen-Orient, aujourd'hui, elle n'arrive pas à rétablir sa situation à Gaza contre quelques milliers de combattants. Ça, c'est unique dans les annales. Je veux dire, on va étudier ça pendant longtemps. Et pour les Israéliens, c'est une gifle monumentale. Alors, concernant le fils de Netanyahou qui se dort la pilule à Miami, malheureusement, je sais qu'il y est à Miami, mais je n'ai pas les informations nécessaires ou actuelles sur la connaissance qu'ont les citoyens de ce fait. Malheureusement, je n'ai pas le renseignement fiable sur est-ce que les médias israéliens en parlent. Je regrette, mais je vais essayer de me renseigner. Mais apparemment, de ce que les médias israéliens que je suis n'en parlent quasiment pas. On n'en parle jamais. Donc, c'est peut-être un tabou, ou je ne sais pas, peut-être qu'il est rentré, je ne sais vraiment pas. Alors, il y avait Wassi qui voulait réagir. Oui, par rapport à ce qu'il a dit, moi j'ai une question qui m'interpelle. Vous m'entendez bien? Oui, oui. Moi non, mais ça fait rien. Pardon? Vas-y, essaye de parler. Vas-y. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Vous m'entendez mieux comme ça? Ouais, très bien. Moi, j'aurais juste une question parce que dès le début, ils disent tout le temps soutien inconditionnel à Israël, soutien inconditionnel à Israël. La question maintenant, d'après mes connaissances, c'est qu'Israël a gagné souvent les guerres contre Gaza parce que c'était rapide.
Mais là, ça fait aujourd'hui, c'est 90 jours quand même. Ça fait 3 mois, comme M. Cohen vient de le signaler. Donc, à long terme, est-ce que ce soutien inconditionnel, surtout par rapport aux États-Unis, est-ce qu'il va lâcher prise, surtout qu'il y a les élections qui commencent? Est-ce qu'ils vont les lâcher ou pas? Donc, c'était ça ma question, en fait. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez répéter, Wally, s'il vous plaît? Parce que moi, j'ai pas. C'est haché, là, j'entends tes babes. Il n'y a pas de souci. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Vous m'entendez mieux comme ça? Ouais, là, on t'entend, vas-y. D'accord, moi, c'est par rapport au soutien inconditionnel donné à Israël. Je vous demandais, est-ce que là, par rapport aux 3 mois qui viennent de passer, est-ce qu'ils ne vont pas finalement céder? Je parle précisément des États-Unis. Est-ce qu'ils ne vont pas finalement les lâcher? Parce que c'est trop long et ça n'arrange pas les élections présidentielles qui ont déjà commencé par rapport aux Américains. C'est le grand débat aux États-Unis parce que le Parti démocrate, il est déchiré. Et vous savez, par exemple, il y a un sénateur très important du Parti démocrate, Bernie Sanders, qui est très respecté, qui est très connu, qui s'est présenté à 2 reprises pour être candidat au Parti démocrate. Et il a déclaré il y a 2 jours son horreur de cette guerre. Il a critiqué Israël de manière brutale, enfin avec des mots vraiment dignes d'un opposant. Voilà. Et donc, c'est vraiment le débat. Il y a toute une génération de jeunes démocrates qui ne marchent pas, qui n'acceptent pas cet appui. Et aussi, les musulmans en Amérique constituent une minorité très importante qui fait basculer, qui pourrait faire basculer le vote. Vous savez, le vote aux États-Unis, c'est comment? C'est pas le nombre des voix, c'est chaque État élit des délégués. Or, il suffit de gagner par une voix de majorité les élections dans un État pour que vous ayez tous les délégués à votre nom. Et donc, dans certains États, j'ai entendu des leaders musulmans américains jurer qu'ils feront tout pour faire battre le Parti démocrate. Donc, il suffit qu'ils fassent battre le Parti démocrate dans 5 ou 6 États. Et le Parti démocrate est fichu. Et donc, il y a un très grand débat aujourd'hui. Il ne faut pas croire que l'Amérique est derrière et puis dans l'enthousiasme, etc. Ce n'est pas vrai. D'abord, il y a beaucoup de... Vous savez, les réseaux sociaux il y a beaucoup de réseaux sociaux très anti-israéliens, mais vraiment anti-israéliens à fond. Il y a même, j'ai entendu un Scott Ritter qui dit qu'Israël ne devrait même pas exister. On devrait l'effacer de la carte. Et puis, il y a des politiques qui ne peuvent plus soutenir cette position. Et donc, c'est vrai que le Parti démocrate est très gêné aux entournures. Alors, je ne sais pas quelle attitude il va prendre, mais ça m'étonnerait qu'il continue à soutenir de manière aveugle cette agression israélienne, parce qu'elle va lui faire perdre quasiment non seulement l'élection présidentielle, mais beaucoup d'élections de sénateurs et de représentants. Voilà. Et donc, c'est tout le débat qui agite la société américaine. Et à mon avis, cet appui, il ne va pas disparaître parce qu'Israël reste quand même, il a beaucoup d'influence, mais sera de plus en plus remis en question. Alors, Monsieur Cohen, il y avait énormément de questions sur le chat. Je vais quand même vous en lire une ou deux sur YouTube, là. Alors, je vais en choisir une là. Je retrouve. Voilà, il y en a une là. Je vous mets celle-ci, Monsieur Cohen.
Donc, je vais la lire pour tout le monde. Israël possède l'arme atomique. S'ils se sentent menacés par la communauté internationale, ne vont-ils pas s'en servir en représailles comme ils l'ont déjà sous-entendu? Alors, moi, je crois qu'il l'utiliserait si Israël est menacé en tant qu'État, à mon avis. Enfin, bon, ça, c'est une hypothèse, hein. C'est une intuition que j'ai, c'est-à-dire que Israël n'utiliserait pas l'arme atomique parce que, vous savez, elle peut utiliser l'arme atomique, mais c'est la fin quasiment. Enfin, je veux dire, le peuple juif et Israël seront maudits à jamais par l'univers, par le monde arabe, par l'Occident, etc. Donc, on ne va pas détruire Damas, le Caire, etc., pour les beaux yeux d'un extrémiste sioniste. Voilà. La menace qui pourrait survenir, c'est si Israël, en tant qu'État, est menacé de disparaître. Voilà. Ça, à ce moment-là, il y a un risque qu'il utiliserait. Mais s'il y a une défaite militaire, enfin, classique, normale, ou s'il y a une obligation de négociation ou de compromis, je ne crois pas que les Israéliens iraient jusqu'à utiliser une bombe atomique qui, si elle réalise des dommages irréparables, signerait réellement la mise au banc du peuple juif. Voilà. Alors, il y avait une autre question à peu près qui allait dans le même sens. Oui. Croyez-vous qu'Israël, après ce massacre unique dans l'histoire de l'homme, qu'ils puissent reprendre leur vie tranquillement au milieu de toute cette haine sans risque? Ben, sans risque, ça dépend d'où peut venir le. C'est-à-dire que si demain, par exemple, si dans quelques jours, la guerre s'arrête, Israël dit bon, voilà, bon, je vais arrêter un cessez-le-feu, une trêve, on va échanger les otages. Ça peut très bien arriver, pourquoi pas. Bon, on ne sait jamais, voilà. Bon. Mais Israël reprendra le cours normal des choses. Et les pays arabes autour pousseront un ouf de soulagement. Ils se diront, bon, allez, on va reprendre comme avant, etc. Et les Israéliens reprendront comme avant, comme si de rien n'était. Je veux dire, eux, malheureusement, les Israéliens sont imprégnés de cette idée que ce qu'ils font est tout à fait juste. C'est ça qui est dramatique. Enfin, moi, je discute avec des Israéliens, c'est dramatique. Ils pensent que enfin, ça peut paraître, quand on parle comme ça peut paraître absolument incroyable, mais pour les Israéliens, c'est normal ce qu'ils font. Voilà. Parce que ce sont des gens bien, parce que ce sont des gens. Ils sont convaincus que les bombardements qu'ils font, ce sont des bombardements contre le Hamas et s'il y a quelques civils qui meurent, c'est juste parce qu'ils sont là. Voilà, bon, on ne peut pas faire autrement. Mais les Israéliens ont développé une hypocrisie telle qu'ils peuvent vivre avec ça sans trop de problèmes. Si, encore une fois, si ça devait s'arrêter à ce niveau-là. Voilà. Bon, allez, on prend deux autres questions, Wally. Oui, justement, là, je suis en train de remonter. Il y en avait une intéressante tout à l'heure, j'essaie de la retrouver. Alors, où sont les pays arabes à part une partie du Yémen? Pourquoi ne décident-ils pas de fermer les robinets du pétrole pour protester? Bon, ben, ça, vous aviez déjà répondu, mais... Non, mais... Alors, OK. Les pays arabes, c'est quoi? Ce sont des régimes, d'abord. La dernière fois, j'avais fait une distinction nette entre les régimes et les peuples. Bon. Les régimes, c'est quoi? Ce sont des régimes qui sont installés pour leur confort personnel. Ce sont des mafias ou des castes qui ont fait même basse sur le pays et qui tirent profit des privilèges. Voilà. Et donc, eux, ces régimes, ils voient le Hamas, ils voient le peuple palestinien comme des gens qui empêchent, comment dire, de faire du commerce normalement. Voilà.
en fait, ce sont des gêneurs pour eux. Les Palestiniens sont des gêneurs. Et donc, le régime égyptien, le régime jordanien, le régime saoudien, etc., voudraient que, bon, ils n'ont pas envie de prendre des risques. Ils sont pas là pour faire, comment dire, pour faire plaisir au peuple, pour des idéaux. Ok, ce sont des idéaux qu'ils proclament, mais en fait, ils n'ont pas envie d'entrer dans des conflits avec l'Occident qui mettrait en cause leur pouvoir, leurs privilèges. Et donc finalement, voilà, ils se comportent comme des complices de ce qui se passe. Voilà. Alors, dernière question sur le chat YouTube. Alors, pensez-vous que les soldats israéliens continueront leur guerre à Gaza ou qu'Israël recrutera des mercenaires? Cette guerre va-t-elle se terminer bientôt? Qu'en pensez-vous? Bon, des mercenaires, je vois pas comment, je vois pas comment Israël pourrait recruter des mercenaires, sauf si il fait appel à des soldats américains juifs ou des soldats français juifs. Ça, c'est possible. Ou britanniques juifs. Ça veut dire que, vous savez qu'en 1948, il y a eu, l'État d'Israël a fait appel à des brigades étrangères. Moi, j'avais un copain qui était un juif marocain qui était parti en 1948. Il m'a raconté qu'il était parti en 1948. Et il y avait des milliers de volontaires juifs. Voilà. Bon. Et donc, mais après ça, Israël n'a pas eu besoin de faire appel à des brigades. Cela étant, Israël pourrait faire appel, je ne crois pas des mercenaires au sens, voilà, des gens qu'on paye, mais des juifs comme des sayanim, ça veut dire des gens qui ont une expérience militaire, qui ont acquise dans les armées américaines, britanniques, allemandes ou françaises, etc., qui viendraient leur donner un coup de main. Mais je vois mal, enfin en tout cas, jusqu'à présent, ça paraît un peu difficile parce que les Israéliens, à mon avis, ils n'ont pas ressenti le besoin jusqu'à présent. Ils pensaient, enfin, ils ont toujours pensé qu'ils allaient régler cette histoire facilement et rapidement. Mais vu la tournure des événements, ils pourraient éventuellement. D'ailleurs, vous savez qu'il y a beaucoup par exemple, il y a des juifs américains, français qui partent, qui ne sont pas des militaires, mais qui ont 18 ans, 20 ans, 22 ans, 24 ans, qui partent en Israël volontairement comme ça pour faire un service militaire. Alors, je ne connais pas le chiffre, mais il doit y en avoir quelques milliers quand même. Donc, c'est une forme de mercenariat qui est basée sur la religion, sur le patriotisme, etc. Mais il pourrait faire actionner cet aspect, le faire multiplier. Voilà. Alors, jusqu'à quand durera cette guerre? Ça, je crois que c'est vraiment difficile à dire. Ça peut se terminer demain, comme ça peut dégénérer. C'est difficile parce que pour les Israéliens, ils ont annoncé la couleur dès le départ. Et c'est humiliant. D'abord, déjà, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est une humiliation terrible. Et si, après leur déclaration, nous allons écraser le Hamas, nous allons l'éliminer, nous allons ramener les otages, etc., et après 3 mois, ils n'ont pas grand-chose, c'est difficile, hein, c'est vraiment très dur. C'est une humiliation supplémentaire. Alors, s'arrêter maintenant, voilà. Encore une fois, peut-être que l'Amérique leur dira, bon, écoutez, les élections vont arriver, il faut trouver une porte de sortie, etc. Donc, moi, je ne peux pas répondre à cette question. Il y a pas mal de facteurs qui échappent, qui nous échappent, nous, simples observateurs, qui sont la politique américaine, les réactions peut-être des
d'autres pays. Je ne sais pas vraiment comment répondre à ça. Alors, M. Cohen, moi, juste pour conclure, Oui. Il y avait la dernière fois qu'on s'est vu, la semaine dernière, il y avait deux questions qui avaient été posées par un auditeur sur Twitter. Et là, j'ai la possibilité de vous de les remontrer. J'aimerais bien qu'on continue comme ça. D'accord. Alors. Là. Je vous demande 2 petites secondes. Alors, The Cube, je te donne la parole. Malheureusement, M. Cohen nous a laissé. Si tu veux rebondir ou réagir sur ce qu'il a dit, tu peux prendre la parole. Bonsoir Altitude, bonsoir à tous. Bonsoir. Malheureusement, j'ai été déconnecté, donc j'ai pas pu tout répondre. J'avais pas mal de questions à lui poser, notamment quel était le poids qu'il pouvait avoir concernant les opinions publiques et notamment en termes de pouvoir. Est-ce qu'il avait des alliés autour de lui pour dénoncer ce qui se passait en Palestine et s'ils étaient nombreux comme lui à le faire et s'ils avaient une influence réelle sur ce qui se passait. Et donc, si en pourcentage, ils pouvaient nous donner à peu près un échantillon de personnes qui autour de lui, qui partageaient le même avis, peut-être même le même combat. Après, j'avais une autre question concernant, bien entendu, ce qui s'est passé, vous le savez tout. Alors, M. Cohen, vous voulez peut-être répondre déjà là? Alors, oui, en fait, vous savez, il y a beaucoup d'Américains, il y a quelques personnes comme moi et d'autres, bien sûr. J'ai fait une vidéo avec le général de Lavarde et Tariq Ramadan, etc. Donc, voilà, il y a des observateurs, il y a des militants, mais nous pesons très peu sur l'évolution des choses. Voilà. C'est-à-dire que même sur le plan informationnel, nous pesons très peu. C'est-à-dire que en France, par exemple, vous avez le système médiatique qui contrôle, je ne sais pas, 80% ou 90% de l'information. Qu'est-ce qu'on peut contre ça? Et même que lorsque quelqu'un ose dire quelque chose, il est poursuivi par les tribunaux, par la justice, ou contrôlé ou convoqué par la police. Et donc, malheureusement, le système est presque imbattable. Voilà. Alors, c'est la suite de la question. Alors, la seconde question, pardon. Tous à l'Élysée par rapport à Hanouka, donc je voulais savoir sa grille de lecture. Est-ce que c'était une allégeance donc de la Macronie, de la franc-maçonnerie au sionisme? Je voulais avoir des réponses claires par rapport à ça parce qu'on a souvent débattu sur des spaces où chacun est allé de sa propre idée. Et j'avais beaucoup de questions, très sincèrement, j'avais beaucoup de questions. Écoute, The Cube, oui. Tes questions, garde-les éventuellement. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu comme il faut la seconde question, M. Cohen. C'est-à-dire, je crois que c'était les éléments d'influence, c'est ça, comme la franc-maçonnerie ou la Macronie. L'allégeance plutôt. En fait, l'allégeance française au sionisme, elle date des années 50. Voilà. Il faut comprendre une chose, que la France est un pays qui s'est senti coupable vis-à-vis des Juifs après ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il y a une sympathie naturelle de la société française, des intellectuels français, de la classe politique française, vis-à-vis de cette communauté qui a souffert et de cette communauté qui est proche sur le plan intellectuel,
pas comme les musulmans, vous voyez. Donc, il y a déjà eu, dès les années 50, une communauté d'intérêts, de pensée. Avec la création des Sayanim dès 1959 et l'infiltration de l'idéologie sioniste dans la plupart des secteurs de la société, on a renforcé cette bienveillance du système vis-à-vis d'Israël. Et donc, tout le système est verrouillé. C'est ça, ça n'a rien à voir ni avec la franc-maçonnerie, ni avec tel président. Il y aurait eu n'importe quel autre président, il y aurait eu François Hollande ou Sarkozy ou n'importe qui, il aurait fait pareil que Macron. Parce que c'est le système qui est gangréné par le sionisme. Voilà. Et c'est comment dire, il y a une infiltration d'une bienveillance pour Israël, pour le sionisme. Regardez par exemple ce qui se passe pour le dîner du CRIF et inversement ce qu'on fait aux musulmans en France. Donc, il y a 2 poids 2 mesures. Il n'y a pas photo entre la laïcité quand il s'agit des juifs, mais on oublie totalement la laïcité. On fête Hanouka à l'Élysée, on permet aux juifs de fêter Hanouka à la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, tout ce que vous voulez, mais on leur permet tout. Et c'est ça l'infiltration. Ça veut dire que c'est quasiment dans le sang de la France, ce qui est imbibé de sionisme et imbibé depuis 80 ans. Voilà. Et donc, c'est difficile, ça va être difficile d'extirper cette infiltration. Voilà. Ok, voilà. Monsieur Cohen, j'aurais une dernière question et on va s'arrêter. Donc, on peut dire que là, Israël a fait une frappe chirurgicale récemment en exécutant le chef du Hamas. Oui. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait à Gaza depuis 3 mois? N'est-ce pas une auto-trahison? Ah non, s'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils n'ont pas trouvé. C'est ça le drame. Imaginez que, bon, d'abord, celui qui était à Beyrouth, il était connu. Donc, comme c'était celui qui négociait pour la libération des otages, on savait où il était. Il ne se cachait pas. Alors que les chefs du Hamas, tous les militants du Hamas à Gaza se cachent. Et donc, c'est ça la faiblesse des Israéliens. On aurait pensé qu'ils allaient les découvrir et les éliminer. Mais ils cherchent encore le chef du Hamas à Gaza. Après 3 mois, c'est un échec, mais cuisant. C'est terrible pour eux. Voilà. D'accord, ok. Merci pour votre réponse. Et bon, bah, écoutez, encore une fois, énormément de monde ce soir. Et bah, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Exactement. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Merci. Au revoir. Bonsoir. Voilà, les amis, merci à tous. Donc, je vais juste dire quelques mots avant de clôturer. Donc, j'ai décidé de ma propre initiative récemment là, de mettre un compte PayPal donc, en description, que ce soit sur X, sur Twitter. Je l'ai mis sur mon profil. Je l'ai mis sur les autres plateformes, sur YouTube, sur mon compte TikTok, tout ça. Et en fait, voilà, j'ai décidé de ma propre initiative, comme je vous l'ai dit, de mettre ce compte PayPal pour effectivement les personnes qui seraient dans cette idée de vouloir faire une donation pour de l'humanitaire. Et en l'occurrence, aujourd'hui, les Palestiniens ont fortement besoin de soutien. Voilà, le seul soutien que nous pouvons faire, nous, c'est envoyer de l'aide humanitaire avec des personnes qui sont sur place et avec qui voilà, on est sûr que ça ira dans l'humanitaire. Et pour toute transparence, voilà, j'ai décidé, moi, de le mettre en place. Et la totalité des dons seront faits, donc iront directement. Alors, j'ai pris contact avec Nabila Kilani, qui était dans le nord de la bande de Gaza.
et qui est aujourd'hui, je crois, à Rafah. Aujourd'hui, 3 mois après les frappes, les bombardements, elle est, Dieu merci, toujours vivante. Et du coup, c'est pour l'instant le seul lien direct que je peux avoir avec quelqu'un qui est là-bas sur le terrain. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, les dons iront directement à Nabila Kilani. Voilà. Et si demain, j'ai d'autres contacts qui sont sur place et qui sont dans le besoin, voilà, de toute manière, hein, il y a tout à construire, il y a tout à refaire, en espérant que ça cesse le plus rapidement possible, ces massacres, ce génocide. Donc voilà, donc toutes celles et ceux qui ont envie d'aider, voilà, il y a ce lien PayPal. Et bien sûr, ce sera en toute transparence. À chaque fois que j'effectuerai une transaction vers la personne qui réceptionnera les fonds en Palestine, vous serez informé et ce sera en toute transparence. Voilà. Donc, je tenais à vous le dire. Donc, le lien est sur mon compte Twitter, mon compte sur les plateformes YouTube. Vous pouvez le retrouver un peu partout. C'est un compte PayPal. Et voilà. Donc, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Et puis, on se donne rendez-vous prochainement. Donc, il y a d'autres intervenants qui sont prévus. Hein, voilà, c'est pas évident à mettre ça en place. Mais il y a d'autres intervenants qui sont prévus. On garde bien sûr cette cadence avec M. Cohen qui est très, très pertinent, bien sûr. Et du coup, vous serez informé, hein, de toute manière. À chaque fois qu'il y a un intervenant, je posterai en avance. Et voilà. Donc, il y a une dernière réaction peut-être sur Twitter. Je vais donner la parole. Franck. Ah, Franck, tu es redescendu. Tu voulais rajouter quelque chose? Non? Ok, bon, il est redescendu, c'est pas grave. Alors, je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous et on se donne rendez-vous si pas d'intervenant, jeudi prochain. Voilà. Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Ah oui, je tenais à saluer bien sûr les nouveaux intervenants qui sont arrivés et on nous a suivis aujourd'hui depuis. Je salue Françoise qui est en Nouvelle-Calédonie, donc ça fait plaisir de savoir qu'on est suivi un peu partout dans le monde. Voilà les amis. Excellente soirée à vous. Salam alaikum.